bienvenue pour ce premier webinaire de la SFEM. Donc, moi, je m'appelle Henri Cortot-Stoclet, je suis biologiste spécialisé en bioéthique ainsi qu'en éthique médicale à travers un doctorat que j'ai réalisé dans l'ancien laboratoire du professeur Hervé. Et l'idée ici est que le professeur Hervé, ici présent, qui est donc le président de la SFEM, et Combaumier, le docteur Combaumier, son secrétaire, vous présente ce qu'est la SFEM. Je suis hématologue et donc je fais de l'éthique depuis ma deuxième année de médecine et j'ai intégré progressivement à la suite de mon master la Société française francophone d'éthique médicale. Tout d'abord les jeunes avec une STEM junior, on faisait des congrès un peu annuels, une journée annuelle pour les jeunes chercheurs en éthique médicale pour valoriser leurs travaux de recherche. Et ensuite, par la suite, on m'a confié le poste de secrétaire général de cette société, que j'occupe depuis maintenant 5 ans. Président depuis 20 ans déjà. Je ne me considère pas comme une relique en quelque sorte, mais je suis a priori le plus ancien. Okay. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence peut-être par une première étape qui peut-être un peu d'expliquer en fait quelle est un peu, parce que si je comprends bien à travers votre histoire, professeur Hervé, vous faites partie de ceux qui ont un peu initié, l'apport de l'éthique médicale à la faculté de médecine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça, nous introduire en fait comment ça s'est passé? Évidemment, la réflexion éthique, ça a toujours existé. Et on peut dire que pendant un certain temps, l'éthique, la morale et la logique faisaient partie intégrante de la philosophie. Et il se trouve qu'avec le progrès de la médecine, des nouvelles technologies, le fait qu'on puisse, on va dire, retarder le décès de plus en plus, tout ceci nous a amené à des situations qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, ça a amené les professionnels de santé à penser les pratiques, que ce soit les pratiques en fin de vie, mais aussi les pratiques au quotidien, même quand il ne s'agit pas de fin de vie. 83, 85, 83, c'est le décret de François Mitterrand, président de la République, instituant le comité consultatif national d'éthique, et à la suite, présidé par Jean Bernard, qui a été son président fondateur et qui est resté 10 ans, il y a eu un certain nombre d'initiatives, et parmi ces initiatives, il y a donc la mienne. Je ne voulais pas faire une école parce que c'était d'une manière, à mon avis, très prétentieuse de prendre le problème, mais au contraire un mouvement. Et d'ailleurs, la collection à l'Harmattan que j'ai été amené à construire s'appelait l'éthique en mouvement. Et nous avons décidé avec le doyen Even de construire un diplôme d'éthique approfondie qui justement s'appelait éthique médicale et biologique. Et cette structuration de ce débat s'est faite dans les années 1990 à propos de travaux pédagogiques qui avaient été faits depuis 84 jusqu'à 90 avec les étudiants en médecine, bien entendu, c'est-à-dire et avec les approches des différents collègues de l'université. Et je parlais de rencontres, elles sont fondamentales. J'ai déjà parlé du professeur Jean Bernard qui appuiera en définitive toute la démarche que j'ai essayé de développer, on peut dire jusqu'à sa mort. Le professeur Yves Pellissier, neuropsychiatre de Necker, le PUPH le plus intelligent de la communauté. C'est Jean Burger, car tout au début, il était néphrologue à la faculté de médecine de Necker. C'était pionnier, bien sûr, le pionnier de la transplantation d'organes, n'est-ce pas? Il est avec Jean Bernard, Jean Burger, qui était la médecine, l'éthique et la médecine aujourd'hui. Aux éditions L'Harmattan, nous avons fait un grand colloque qui a permis de dégager les problématiques éthiques de tous ces anciens patrons qui arrivaient, comme moi-même en ce moment, à un âge avancé et qui allaient abandonner en fait leur pratique clinique. Et en faisant venir la plupart de ces collègues, mais en plus
des représentants des sciences humaines, juristes, philosophes, sociologues, anthropologues, linguistes, pour discuter des objets éthiques, c'est-à-dire comment penser les différentes pratiques telles qu'elles s'introduisaient peu à peu dans les pratiques de tous les jours et qu'elles posaient, que ce soit aux patients eux-mêmes, aux médecins, aux proches, voire à la société elle-même, ce qui entraînera des lois de bioéthique. Dans les années 80, il y a un vrai éveil, puisque, pour rappel, donc c'est en 83 qu'il y a le décret de la formation du CCNE qui, dans sa constitution initiale d'État, est pluriprofessionnel, avec certes des médecins, mais aussi des représentants des sciences humaines, des représentants de la société civile, et enfin des patients. Et donc, c'est dans ces mêmes années que un peu mijote toute cette réflexion tirée du passé, tirée des grandes innovations qui ont été l'allogreffe de moelle pour Jean Bernard ou la transplantation rénale pour Jean Burger. Et donc, c'est à ce moment-là exactement que naît le mouvement de l'enseignement universitaire de l'éthique médicale. Et comment dire, d'autres pionniers dans des centres de théologie comme ben oui, Patrick Verspieren en particulier est une des figures encore à rencontrer qui a été très important au centre Laennec, pour prendre celui-ci. Puis plus tard, il y aura l'espace éthique en 1994, espace éthique de l'assistance publique avec Emmanuel Hirsch, bien entendu. Deuxième au troisième cycle, mais à ce moment-là, on n'a pas encore du tout d'enseignement en première année de médecine, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut attendre 2000 pour que, avec Jean-François Mattei, qui est connu de tous, vous créez, avec 9 autres universités françaises, un diplôme interuniversitaire un diplôme d'éthique médicale interuniversitaire. Donc là, on a vraiment quelque chose qui quitte Paris ou qui quitte les centres pour devenir vraiment une formation universitaire au niveau national. Et donc, en 2005, avec l'appui de Patrick Berche, en tout cas pour ce qui est de l'université à l'époque Paris-Descartes, c'est le début de la formation en éthique médicale dès l'EP1, qu'on appelait l'EP1, la première année de médecine, l'année du concours. Où, voilà. Donc, il faut se rappeler, moi j'en ai fait partie de ces étudiants, des amphis pleins, 2000 étudiants répartis sur plusieurs amphis, et donc tous ces jeunes gens qui sortent du bac et qui peuvent finalement avoir la chance, dès leur première année, de connaître un peu des enseignements sur la personne humaine, sur ce qu'est le corps, sur son entité, sur la relation médecin-patient, sur l'histoire de la folie, sur plein de sujets absolument fondamentaux pour comprendre la société dans laquelle on vit et évidemment pour devenir les médecins qu'on aimerait devenir. Et le problème, c'était donc la réflexion sur le corps lui-même, sa représentation. Et ceci aura beaucoup d'importance dans les lois de bioéthique lorsqu'on parlera de la protection de la personne, en définitive, ou dans la loi de 1988 sur l'éthique de la recherche, en quelque sorte, de Claude Hurier et Franck Seruscla, où on fait une protection de la personne qui se prête à une recherche médicale. Quel est ce concept de personne ? Et donc, il était important de se poser le problème qui d'ailleurs a une certaine vision métaphysique, il ne faut pas ne pas le dire, et que ce soit des Grecs jusqu'à maintenant, ce qui permettait de visiter les conceptions. Et après avoir réfléchi à la personne, la question était la rencontre entre deux personnes. Qu'est-ce qui se passe dans la rencontre de deux personnes ? Et lorsque une de ces personnes se trouve être vulnérable, c'est-à-dire malade, par exemple. Et dans ce cas-là, quels sont les travaux, les savoirs qui nous permettent, et là, il y avait un véritable enseignement interpellant à la fois Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Gabriel Marcel, etc. Donc, tout ceci pour bien montrer comme quoi, en définitive,
l'approche clinique, au lit presque du patient, se pose les véritables problématiques et que le clinicien vit était la question de fond de cet enseignement. Et l'enseignement de première année, en définitive, était le socle pour les étudiants d'une espèce de pyramide avec divers enseignements qui soient en deuxième cycle. Dans le monde anglo-saxon existait déjà un corpus, presque un corpus disciplinaire. La bioéthique existait en effet en tant que mouvement social, tel que Hubert Doucet l'a décrite à ce moment-là, de 4 grands mouvements courants bioéthiques, qui étaient des philosophes, des juristes. Toutes ces personnes intervenaient, tous ces collègues intervenaient dans ce premier mouvement. Le deuxième mouvement était le mouvement féminin. Le mouvement féminin était le mouvement des nurses. Les nurses, d'ailleurs, qui ont d'ailleurs pris comparativement en Europe un développement. Il y avait déjà dans les années 1990 des facultés de sciences infirmières, pour prendre cet exemple à Montréal. Et là, une espèce de contestation et en même temps une construction d'une éthique infirmière particulièrement importante. Troisièmement, un autre mouvement qui est le mouvement féministe, et là, au contraire, des femmes, et on le connaît maintenant bien, mais mouvement à plusieurs parties d'ailleurs, mais les éléments-là sont fort importants. Et le quatrième, l'éthique médicale elle-même, à l'anglo-saxonne, avec en particulier David Thomas Ma, que je serai amené à rencontrer plus tard, avec David Wechtube, dont nous parlerons ensuite. Donc c'est justement dans ces années-là que vous débutez le dialogue avec le Québec, qui est francophone, et qui est un peu l'ouverture de la francophonie vers Il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il est francophone, mais ce sont des Américains. Il est sous influence des États-Unis, et en même temps, la langue, nous la partageons. Nous sommes cousins. Voilà. Donc, il était important de voir comment, au Québec, au niveau justement profitant de la francophonie, quelles étaient les réactions, les adaptations à l'introduction des nouvelles technologies. Pour prendre un exemple, les essais cliniques étaient énormément développés. C'était des essais cliniques venant des États-Unis et qui étaient construits au Canada et en particulier aussi à Montréal, mais sous couvert d'une réflexion éthique très importante. Donc, il était important d'aller rencontrer ces collègues qui, par rapport aux pratiques de recherche, pratiques cliniques, qui avaient déjà une réflexion et qui avaient déjà travaillé, édité, publié, bien entendu. Bureau au Québec, qui est l'Institut international de recherche en éthique biomédicale, autrement dit l'IREB. Il y a toute une réflexion, en effet, de 1993, où je vais avec Yves Pellissier, jusqu'en 2000, où nous avons la chance de rencontrer Michel Bureau du ministère qui donnera les fonds et entraînera la France pour un institut sans mur financé par les deux pays, la France et le Québec. Et pendant toute cette période, donc, je rencontre des personnes extraordinaires comme le doyen de la faculté de droit de Montréal, Patrick Molinari, qui deviendra le président de l'IREB, tout simplement, et qui, tous les ans, cela faisait partie de son cahier des charges, tous les ans, publie un volume aux éditions Dalloz. Et en 2000, la fondation de la SFEM en France, qui est donc une société savante, fondée à Paris, domiciliée à Paris, mais qui se veut aussi francophone, donc en interaction avec les autres pays francophones. Et donc, au même moment, la fondation de l'Institut international de recherche en éthique biomédicale, l'IREB, qui, chaque année, à l'issue de ses colloques, produit un Dalloz, et qui est initialement présidé par Patrick Molinari, puis qui sera présidé ensuite par celle qui fut la présidente du comité d'éthique biomédicale de l'UNESCO, Michel Stantonjean.
Et du côté français, l'ASFEM donc, a son activité universitaire à partir de 2000 et donc organise toujours des conférences. Et cela prend le nom en 2005 des rencontres d'Hippocrate qui seront organisées mensuellement au sein de l'université Paris-Descartes. Cette association va porter d'autres fruits puisque en 2015, ils vont tous les deux fonder par l'intermédiaire de la SEM et de cette académie, International Academy of Law and Mental Health, ils vont fonder un journal chez Elsevier France qui s'appelle Ethics, Medicine and Public Health. Et ce journal qui initialement est bilingue et qui est sur Scopus. Et donc, voilà, à partir de 2021, ils nous transmettent les rênes à Philippe Charlier et moi-même pour ce qui est de la rédaction de ce journal. Je finis juste avec 2017, qui est aussi la concrétisation de cette longue union entre la France et le Canada, la création de cette Académie internationale d'éthique, médecine et politique publique, qui en fait donc est sous le dynamisme de l'Alliance franco-canadienne, mais qui va regrouper plus de 170 centres d'éthique au travers du monde. Et donc aujourd'hui, une grande académie qui organise encore chaque année, plusieurs fois par an, des colloques que nous diffusons sur les réseaux sociaux et maintenant sur YouTube depuis le confinement. Et comme je le disais au début, le seul dont on n'a pas parlé est Paul Ricoeur, mais puisque nous avons eu la chance que celui-ci intervienne plusieurs fois dans le laboratoire et soit la base, on peut dire, de beaucoup de nos réflexions, puisque nous l'avons connu, en avons discuté ensemble au niveau pédagogique. Et donc, comme vous le savez, donc, avec le confinement, il nous était impossible de réaliser ces conférences, ces colloques en présentiel avec des amphithéâtres pleins. Donc, comme beaucoup de gens, nous avons opté pour des colloques en streaming. Et c'est là que nous avons débuté notre chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Société française et francophone d'éthique médicale et sur laquelle nous allons donc développer désormais des webinaires. Tout ceci dans le but, comme ça l'est depuis le départ, comme ça l'est depuis 2000, en fait, d'ouvrir notre réflexion au public. On a vu récemment que les fake news avaient un rôle très important dans notre environnement d'information, on va dire. Et donc, nous essayons vraiment d'apporter une réflexion universitaire et les faire dès janvier 2021. Vous allez avoir un programme qui va arriver prochainement, qui va essayer d'être riche. On va essayer de faire ça au moins une fois par mois. Et on espère évidemment que vous serez nombreux à nous suivre, que vous apprécierez ce lieu d'échange et de réflexion. Donc moi, si je retiens bien, en fait, on est sur une longue histoire, en fait, finalement, qui a près de 30 ans, à travers justement la vie professionnelle du professeur Hervé, qui continue maintenant avec toi, comme en tant que secrétaire. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une distinction, mine de rien, avec une autre vision qu'on peut avoir de l'éthique, peut-être beaucoup plus philosophique, plus sur des théories justement philosophiques assez anciennes, et que vous, ce que vous proposez à travers ce message, en fait, c'est comme tu l'as dit, comme une éthique des pratiques, une éthique en fait fondée sur la pratique de la médecine pour le médecin, mais également la pratique en fait de la biologie, de la recherche pour le biologiste, et on peut parler aussi du vétérinaire, de l'agronome et de tous les ingénieurs en fait de toutes ces disciplines du carcan plus global scientifique. L'autre mot aussi qui est très important, et je pense que nos étudiants et praticiens doivent entendre, c'est le côté, donc, comme tu l'as dit, pluridisciplinaire, que ce sont plusieurs disciplines qui font de l'éthique, mais aussi interdisciplinaires au sens où elles vont travailler ensemble pour, voilà, pour affronter cette question du sens qu'il va y avoir dans leur pratique, comprendre que ça ne va pas être le médecin tout seul d'un côté, mais qui, avec l'aide du sociologue, avec l'aide du linguiste et même de l'économiste, il va essayer de donner du sens à sa pratique et comprendre un peu toutes les tensions qu'il peut avoir. Et ce qui peut amener du coup à une certaine même transdisciplinarité où le médecin va se former aussi lui-même à des disciplines qui ne sont pas au départ les siennes. Donc ça veut dire apprendre ce qu'est la sociologie, ce qu'est l'anthropologie,
au-delà d'apprendre ce qu'est la biologie, qui en soit une base pour lui. Et finalement, et c'est ça en fait un peu tout ça, en fait, c'est ce chemin-là, cette constitution qui a amené à ce qu'a fait le professeur Harvey, la constitution d'une véritable discipline en sens d'une recherche et d'un enseignement en fait qui est adossé ensuite à cette recherche à la faculté Paris-Descartes. Et on espère évidemment aussi à travers ces webinaires que ça va se continuer dans d'autres facultés partout en France, si ce n'est ailleurs, et peut-être que des vétérinaires vont nous entendre, ainsi que des agronomes, et que eux aussi en fait vont développer cet enseignement et cette recherche d'éthique professionnelle d'une certaine manière dans leur propre discipline. Écoutez, je vous remercie. Moi, j'ai trouvé ça en tout cas très très clair. Et peut-être des mots de la fin, comme au professeur Hervé. Oui, je laisserai conclure Christian juste après moi. En effet, pour reprendre ce que tu disais, Corto, on a souvent l'impression de loin que l'éthique, c'est des incantations et Oui, des gens qui regardent du haut pour dire comment en bas on doit se comporter. Évidemment, c'est pas du tout ça. On dit souvent que l'éthique, ça peut être caractérisé comme une conciliation des valeurs qui peuvent parfois rentrer en tension pour faire une hiérarchie, pour prendre des décisions, vivre dans des institutions justes, comme oui, disait Paul Ricoeur. Et donc tout ça, nous, on considère que en effet, ça se fonde sur le vécu des pratiques. Et donc même si ce vécu et ce questionnement doivent être enrichis de toutes les spécialités qui peuvent l'enrichir, il est essentiel de donner la parole aux professionnels. Quelles sont les grandes voies actuellement de développement? C'est la faculté des sciences par rapport à l'intégrité scientifique, toute une réflexion exactement. sur le comportement des chercheurs vis-à-vis de leurs résultats, vis-à-vis de leurs publications, vis-à-vis des financeurs, vis-à-vis des publishers, etc. etc. Deuxièmement, c'est aussi d'autres collègues, comme les vétérinaires, Exactement. qui ont même à penser l'utilisation de l'animal dans des recherches humaines ou à finalité humaine, hein, les essais cliniques et autres, les prérequis, etc. Mais aussi l'interface entre l'animal et l'homme et le rapport à la nature. Essayer de circonscrire ce que serait une éthique vétérinaire par rapport à une éthique de l'animal qui est beaucoup plus ancienne et qui existe aussi. Troisième, ce sont les odontologistes. Les odontologistes eux-mêmes ont développé depuis longtemps et continuent à le faire avec un certain nombre de collègues toute une réflexion. Et qu'est-ce qu'il réunit ces différentes projections et avec le corpus qui a été énoncé auparavant? C'est le rapprochement des sciences humaines avec les sciences qu'on appelait dures, les sciences de la vie. Ces méthodologies qu'on appelle maintenant qualitatives nous permettent en situation, que ce soit par rapport au sujet lui-même traité ou en état sujet de recherche, que ce soit l'animal, que ce soit les proches, que ce soit même la société par rapport à de nouvelles découvertes. Est-ce que l'on fait, est-ce que l'on fait pas, est-ce que c'est interdit, dans quelles conditions doit-on le faire? Eh bien, cette réunification, en définitive, d'une pensée méthodologique basée sur les sciences humaines, d'actions humaines faites par les chercheurs, par les cliniciens, et le fondement même, je dirais, d'une éthique qu'on appelle l'éthique des pratiques. Et cette éthique, tirée, je dirais maintenant, d'une leçon, lorsque la première fois j'étais amené à visiter le Québec, de l'Université de Montréal, me disait: ce que tu viens nous amener là, c'est une éthique pragmatico-pratique. Eh bien, Exactement. c'est un rapprochement tel que Jonas le réclamait. Mais surtout, ce qui est important, nous sommes dans un mouvement et on voit bien comment il ne peut que s'amplifier
par les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire D'accord. parce que nous vivons une pratique, que nous sommes confrontés en définitive aux contraintes, premièrement. Il ne suffit pas simplement d'avoir une norme, encore faut-il que les contraintes nous permettent de l'appliquer au mieux, dans les meilleures conditions, et bien souvent en situation, ce n'est pas le cas. Celle d'Edgar Morin, avec lequel j'ai été amené, avec Michel Maffezoli, de travailler, de manière à ce que nous-mêmes, nous nous trouvions en tant que cliniciens avec notre propre pensée. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on veut être à la place des philosophes, des linguistes, pas du tout. Nous avons besoin de travailler avec eux de manière à bien penser. Voilà ce que je voulais dire. Et au moment, on peut dire, de transmettre, je dirais aux auditeurs qui nous ont écoutés à ce premier webinaire que je suis dans une, et cela a été dit, une transmission que j'espère riche et qu'elle s'exploite et qu'il y ait bien sûr, qu'elle s'épanouisse, et j'en suis absolument persuadé.